Bonjour, bienvenue dans la psychiatrie du 21e siècle. Je suis le docteur Éric Malbos, médecin psychiatre, chercheur et designer 3D. Je suis spécialiste des domaines de la réalité virtuelle en psychiatrie. Je travaille en tant que praticien hospitalier dans le service de psychiatrie adulte du professeur Lançon, CHU, Conception ou Sainte-Marguerite en fonction des dimensions, APHM, à Marseille bien sûr. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agoraphobie, les phobies spécifiques et les phobies sociales. Nous allons ainsi voir comment les définir, comment les reconnaître, comment les comprendre grâce au modèle et bien évidemment, comment les traiter. Et avec des thérapies du 21e siècle, évidemment. Sans plus attendre, commençons ce cours. Bienvenue donc dans ce cours de la psychiatrie du 21e siècle sur l'agoraphobie, les phobies spécifiques et les phobies sociales. Le but de ce cours, c'est de comprendre ce que c'est déjà qu'un individu normal sur le plan psychiatrique. Vous serez amené à réfléchir à la question quand vous serez psychiatre. Comprendre également quels sont les mécanismes de l'anxiété, parler de cas réels de phobie, choisir parmi les thérapies, aborder les questions de la psychiatrie de ce siècle, qui est le 21e siècle, et saisir quelques notions comme la réalité virtuelle. Le plan, donc notion de normalité psychiatrique, on va définir également l'anxiété et les phobies et parler d'épidémiologie. Nous allons également discuter des modèles qui sous-tendent et qui expliquent les phobies, donc des modèles psychanalytiques, des modèles comportementaux, des modèles cognitifs. Nous allons parler également de cas réels, nous allons parler des thérapies. En tant que psychiatre, vous serez amené à orienter le patient vers différentes thérapies, bien sûr pharmacologie, des thérapies donc basées sur les médicaments, mais certainement vous les orienterez vers d'autres formes de thérapie autres que les médicaments, autres que la pharmacologie. Ce que vous serez probablement amené à faire, car je ne pense pas que de votre exercice, vous ne fassiez que de la pharmacothérapie. On parlera un tout petit peu de la réalité virtuelle, mais il y aura un cours spécialement dédié sur cette question, et l'avenir de la prise en charge. Alors, avant d'aborder la normalité psychiatrique, posez-vous la question, je vous pose la question maintenant, qu'est-ce que pour vous, en tant que futur psychiatre, peut-être futur psychologue, qu'est-ce que vraiment un individu normal sur le plan psychiatrique? Je vous laisse réfléchir. Alors, est-ce que c'est finalement une personne qui est comme les autres? Est-ce que c'est une personne qui se comporte comme le veut la société? Est-ce que pour vous c'est ça une personne normale? Eh bien, en fait, c'est bien plusieurs définitions qu'on retrouve. La normalité statistique, c'est-à-dire que là, cela veut dire qu'un individu normal est un individu qui correspond à la moyenne d'une population, dans sa personnalité, dans son type de comportement. L'inconvénient de ce concept, c'est que donc l'individu normal est un individu moyen, donc médiocre finalement. Il y a ensuite la normalité sociétale ou idéale. Là, la normalité correspond à un modèle qui est édicté par un collectif, par une société, par un gouvernement. Le pathologique est donc celui qui ne suit pas les règles, pas les normes d'un gouvernement, d'une société ou d'un collectif. Donc finalement, un individu rebelle, un individu anticonformiste, serait alors considéré comme pathologique. Par exemple, les peuples caraïbes, qui vivent autrefois dans les Antilles, eh bien, ils étaient cannibales. La normalité sociale était donc le cannibalisme. Donc, si vous n'étiez pas cannibale, vous n'étiez pas normal. On voit tout de suite le problème qu'il y a dans cette définition de normalité. La normalité fonctionnelle est, à mon avis personnel, probablement la définition la plus équilibrée, puisqu'ici ce n'est pas en fonction de quelque chose d'externe, d'une norme, d'une moyenne, des autres. C'est l'individu qui fonctionne à l'optimum de ses capacités,
à l'optimum de ses caractéristiques propres. Mais ceci, bien sûr, sans souffrir, ni sans faire souffrir les autres. C'est un point essentiel. Car à ce moment-là, finalement, on pourrait dire que le docteur Hannibal Lecter, dans Le Silence des agneaux, fonctionne à l'optimum de ses capacités, mais il fait souffrir les autres. Donc c'est important qu'il y ait cette notion d'épanouissement, mais qui n'entraîne pas de souffrance pour l'individu ou pour les autres. Nous avons enfin la normalité dynamique, c'est la capacité du sujet à créer de nouvelles normes lorsque la situation le réclame. Donc en fait, c'est sa capacité à s'adapter au contexte, à la situation. Donc le sujet pathologique est celui qui va réagir de la même façon, quelle que soit la situation. Maintenant que vous avez compris ces notions de normalité, car vous serez amené à avoir une opinion, un jugement, un avis sur des sujets que vous recevez dans votre hôpital, dans votre cabinet ou dans votre clinique. Et nous rejoignons ici notre ami, vous l'avez reconnu, c'est, je vous laisse attendre réflexion, Freddy Krueger. Pourquoi parler de ce personnage ici? Parce que, vous allez le voir, dans la culture, dans la religion, dans les mythes, eh bien, on cherche souvent à provoquer de l'anxiété, à provoquer de la peur, en fait, dans la population. Freddy Krueger est un exemple hollywoodien, où le cinéma cherche à provoquer de l'anxiété chez vous, chez le spectateur. Alors, est-ce que vous le reconnaissez, celui-ci? Un grand classique, c'est bien sûr Dracula. Là, donc, il s'agit d'un exemple tiré de la littérature. C'est dans les livres, notamment ceux de Bram Stoker, qu'on retrouve ce personnage, mais aussi Anne Rice, dans Entretien avec un vampire. Donc là, la littérature va provoquer de l'anxiété, de la peur chez les lecteurs. C'est ce qu'on cherche un peu à provoquer. Avez-vous reconnu cet acteur? Bien sûr, ceux qui ont vu Le Seigneur des Anneaux ont reconnu Saruman ou Star Wars pour le conte Dooku. C'est Christopher Lee. On ne se contente pas en fait de créatures humanoïdes puisque les monstres également, le bestiaire dans la mythologie ou dans les films a pour but de provoquer l'anxiété, la peur chez les personnes. Là vous reconnaissez bien sûr Alien, le film de Ridley Scott, le design est de Giger, de ce monstre particulier. Eh bien la religion aussi en fait a tenté par le passé de provoquer la peur et l'anxiété pour influencer un certain comportement, le fait de suivre les règles édictées justement par la Bible par exemple, les règles de bonne conduite, sinon vous serez plongé dans l'enfer où il y aura ce type de démon, où Lucifer vous attendra. Donc les religions se servent aussi de ces émotions, de la peur et de l'anxiété, pour influencer le comportement de certains croyants ou de brebis égarées. Il s'agit ici du film des années 80 avec Tom Cruise. Vous connaissez Tom Cruise? Vous l'avez trouvé? Legend. Legend ici donc nous avons un très beau travail de maquillage. Ce ne sont pas des effets spéciaux, c'est les années 80. Donc c'est vraiment un maquillage réel réalisé ici par Rob Bottin. On continue avec les classiques. Cette fois-ci, on retrouve l'histoire finalement avec un personnage tiré de l'histoire. Il s'agit d'un classique des années 30, de la momie. La momie ici avec Boris Karloff. La mythologie nordique aussi, on retrouve de nombreuses bêtes, de nombreux monstres qui ont pour but de provoquer des émotions, de peur et d'anxiété. Ici c'est un gobelin, ne me dites pas un troll ou un orque, c'est plus grand. Donc c'est un gobelin tiré du Seigneur des Anneaux, le film de Peter Jackson. Bien sûr, on retrouve le symbolisme lié à l'enfance. On recycle les symboles liés à l'enfance, par exemple ici le jouet, pour en faire un objet de peur et d'anxiété. Vous avez reconnu Chucky. Il y en a eu plusieurs, personnages très connus, depuis à peu près une trentaine d'années. Nous sommes en 2018 au moment où je fais ce tutoriel. L'année dernière est sorti, donc assez récemment, ce film que vous connaissez peut-être, tiré d'une nouvelle de Stephen King. Donc,
It. Je vous ai mis ici le personnage du film de 2017 et ici vous avez toujours le même personnage, Pennywise, du film Ça, tiré des livres de Stephen King. Ici c'est le film des années 90. On voit ici qu'on recycle également un symbole, un personnage lié à l'enfance pour pour imprimer la peur et l'anxiété chez le spectateur ou le lecteur. Eh bien, les monstres, c'est pas seulement un mythe qui est international ou qui est national, il peut y avoir aussi des monstres locaux, toujours dans le but de provoquer la peur et l'anxiété, comme ici, dans la région, la fameuse Tarasque, le Tarascon, que l'on voit dompté par une fidèle, une croyante, une jeune femme pieuse, bien sûr, qui est Sainte Marthe. Alors, la définition de l'anxiété, je sais que vous pouvez le trouver sur Wikipédia, ou dans vos cours, mais je ne peux pas faire autrement que de l'aborder quand même. C'est une vigilance douloureuse, donc les patients anxieux sont des patients qui sont très vigilants, avec un sentiment d'attente, d'appréhension, et l'anxiété, c'est un point normal, c'est un point important, pardon, c'est une réaction normale en réponse au stress. Donc l'anxiété, il faut bien le dire aux patients, c'est un phénomène normal, on l'éprouve tous avant un examen, par exemple, avant un événement important, et elle peut aider des personnes à gérer une situation difficile, voire même avoir une force surhumaine. C'est le cas par exemple de Angela Cavallo qui avait réussi à soulever une voiture lorsqu'elle avait voulu sauver son fils qui était coincé sous la voiture. L'anxiété lui a donné une force surhumaine. Bon. Mais quand l'anxiété devient excessive, trop intense et prolongée, à ce moment-là, elle rentre dans le cadre de la pathologie, dans le cadre des troubles anxieux. Une autre façon de voir et de distinguer la peur de l'anxiété, c'est que l'anxiété est un état émotionnel, un état d'esprit qui est tourné vers l'avenir. La personne anticipe ce qui va se passer. Le patient va anticiper que l'avion va s'écraser, qu'on va se moquer de lui, qu'on va penser qu'il est fou, qu'il va s'étouffer, qu'il va perdre le contrôle. Donc on retrouve bien que cette notion, cette idée que l'esprit est tourné vers l'avenir dans l'anxiété, on anticipe à l'avance évidemment des événements négatifs ou des dangers menaçants. Très succinctement, le stress, j'en parle juste pour vous dire qu'il se définit aussi, il concerne également pas seulement les individus, mais également les organismes comme des cellules. Et il s'agit juste de l'incapacité finalement d'un organisme de répondre de manière appropriée aux menaces physiques ou émotionnelles, qu'elles soient réelles ou imaginaires. La peur, quant à elle, je vous l'ai dit, c'est le présent, donc c'est une réaction émotionnelle face à une menace perçue dans l'immédiat. C'est donc un mécanisme de survie de base. Alors, ça c'est quoi? C'est de la peur ou c'est de l'anxiété? C'est bien sûr de l'anxiété. Regardez bien, son regard est bien fixé vers quelque chose, vers un objet menaçant. C'est l'immédiat, c'est le présent, c'est la peur. Là nous avons, reconnaissez-vous, ce grand artiste français? Oui, c'est le mime Marceau, qui exprime très bien quel type d'état d'esprit. Je vous écoute. L'anxiété. Pourquoi? Parce que regardez son regard, il ne fixe pas quelque chose de précis. Il est en train d'imaginer visiblement, il anticipe une situation, il est bien dans l'avenir. Son attitude est en flexion, il est replié sur lui-même, il est tendu, il se ronge les ongles. Le mime Marceau exprime ici très bien ce que c'est que l'anxiété. Alors, les troubles anxieux c'est une famille qui regroupe de nombreuses pathologies qui ont comme symptôme central l'anxiété. On va y retrouver certes le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'agoraphobie, les phobies sociales, les phobies spécifiques, mais on retrouve aussi le trouble panique, le trouble anxieux généralisé et le trouble obsessionnel compulsif. Je vous rappelle que depuis le DSM-5, le stress post-traumatique et l'état de stress aigu ne font plus partie des troubles anxieux.
Alors, le DSM-5, vous savez peut-être comment c'est organisé, c'est très spécifique, c'est organisé par chapitre avec des numéros, donc 300.29, 300.23, 300.22. Bon. La phobie spécifique, c'est une peur marquée et persistante qui est déclenchée par la présence ou l'anticipation, justement, d'une situation ou d'un objet. Les araignées, les chiens, voler en hauteur, être dans un ascenseur, etc. Comme la claustrophobie ou alors l'aviophobie, ou la peur de conduire. La phobie sociale, c'est la peur ici d'être dans une situation sociale où la personne serait amenée à être jugée ou alors à être exposée à des personnes non familières et du coup elles craignent en fait l'idée qu'on pourrait mal les juger. On va me trouver fou, on va me trouver ridicule, on va me trouver idiot, sont les idées les plus fréquentes. Donc en fait, c'est lorsque ce qui le gêne, c'est lorsqu'il y a une éventuelle observation attentive par autrui. L'agoraphobie, c'est ici la peur d'être dans des situations où il est difficile ou embarrassant de s'extraire. Donc du coup, elle est liée à la peur, en général, de développer des symptômes qui sont liés à l'anxiété, comme des étourdissements, de l'hypersudation. La personne a donc peur d'avoir ces symptômes, en fait d'avoir finalement une attaque de panique presque, et de ne pas pouvoir sortir à temps. Nous allons maintenant parler, dans le cadre de ces phobies, des environnements qu'ils redoutent. Là, par exemple, à votre avis, quel type de phobique a peur de cette situation? Je vous écoute. Comment? Ah, oui. Donc là, il s'agit effectivement de l'agoraphobie, mais aussi de la claustrophobie, puisque dans les deux cas, les personnes se retrouvent coincées avec plein de passagers. C'est donc un cauchemar pour eux, hein. Ici, c'est bien sûr à Tokyo, aux heures de pointe, avec nos amis japonais. Voilà tout à fait ce que redoute qui? Eh bien, l'aviophobe. Il a peur que l'avion s'écrase. Mais l'agoraphobe et le claustrophobe auront aussi peur de prendre l'avion, mais pas pour les mêmes raisons. L'aviophobe, lui, craint que l'avion s'écrase. L'agoraphobe, lui, va avoir peur de ne pas pouvoir sortir. Le claustrophobe, lui, va avoir peur de rester coincé et surtout de s'étouffer ou de suffoquer. Vous voyez que donc, il peut y avoir finalement un même lieu que plusieurs phobiques différents redoutent, mais pour des pensées ou des raisons différentes. Les lieux clos, ça c'est ce que va redouter le claustrophobe, mais aussi l'agoraphobe, le fait de rester coincé, et pour le claustrophobe, le fait de s'étouffer, de suffoquer. Les hauteurs, un classique que vous recevrez aussi dans votre hôpital, cabinet ou clinique. Donc c'est la peur des hauteurs, l'acrophobie. Ah, c'est la mode du vintage, en tout cas en 2018, surtout le vintage des années 80. Donc ici, les contacts sociaux, encore plus avec des extraterrestres, sont craints par les phobiques sociaux. Ici, on reconnaît le film E.T. de Steven Spielberg. Et effectivement, ce qu'ils craignent, c'est d'être mal jugés. Ça veut dire discours, rassemblement, etc. Ça, la foule, les rituels rythmiques, c'est-à-dire les concerts, la danse, les rituels rythmiques sont évidemment redoutés par les agoraphobes qui ne pourront pas partir facilement, ou les claustrophobes qui auront peur de suffoquer. Les insectes, eh bien, qui les redoute les insectes? Comme cette magnifique araignée qui a combien d'yeux? 8, exactement. Alors, qui redoute ce type de situation, ce type... ici, c'est une arachnide, les insectes et les araignées, ce n'est pas la même chose. Oui, effectivement, là, c'est l'arachnophobie. C'est une phobie spécifique. Ah, regardez cet animal charmant! À votre avis, il s'agit bien d'un chien, tout à fait. Qui a peur des chiens? Souvent, donc, le préfixe est grec. Rappelez-vous vos cours de grec-latin du collège ou du lycée. Comment dit-on chien en grec? Eh bien, c'est cyno. C'est donc la cynophobie, la peur des chiens, qui est une phobie spécifique. Pourtant, regardez, ce chien paraît tellement charmant, on a vraiment envie de le caresser. Il s'agit en fait d'un extrait de The Thing de John Carpenter, une fois plus du maquilleur Rob Bottin, qui réalise ici un travail remarquable. Ah, bien sûr, qui redoute ce type de situation? C'est le phobique social. Il a peur d'être mal jugé,
dans les réunions, dans les discours, il va souvent les éviter, il va éviter les réunions de travail ou les discours. Évidemment, parfois ça peut aller très loin, il peut même éviter d'aller à la fac, à la faculté, ou d'aller en classe. Ici, vous voyez nos amis népalais, qui pourtant sont très bouddhistes, semblent relativement en colère lors de cette réunion dans le Parlement népalais. Bien sûr, les rendez-vous romantiques sont redoutés par les phobiques sociaux, car elles craignent d'être mal jugées par la femme ou par l'homme qu'ils vont rencontrer lors de ce rendez-vous romantique. Ici, c'est une affiche publicitaire de 2012. 2012, ça devait être, vous le savez, la fin du monde, mais peut-être qu'elle s'est passée et qu'en fait, nous vivons dans un monde virtuel. Je plaisante. Donc oui, ici, c'est ce que va redouter les phobiques sociaux. Donc c'est une publicité des années 2012 où on voit que les personnes de la publicité ont bien récupéré justement la peur de la fin du monde, puisqu'on voit ici la météorite qui va s'écraser et qui va pulvériser évidemment la Terre entière. Il faut profiter de chaque seconde. Un excellent travail de nos amis publicitaires. Donc en pratique, vous en tant que psychiatre, qu'est-ce que finalement vous allez avoir comme troubles anxieux, comme phobies les plus fréquentes à votre hôpital, au CHU ou alors au cabinet ou en clinique? Eh bien, je vous ai mis vraiment en violet les plus fréquentes, dans les phobies spécifiques. La peur des avions, eh bien, vous en avez beaucoup qui viennent en fait se présenter à l'hôpital, pour être traités bien sûr. La peur des hauteurs est aussi fréquente. La peur d'être enfermé, claustrophobie, de suffoquer dans l'ascenseur. La maxophobie, j'en vois beaucoup au CHU, donc dans le service du professeur Lançon, qui est la maxophobie, donc la peur de conduire. Alors évidemment, c'est à Marseille. Marseille, vous le savez, la ville la plus embouteillée de France, et la troisième de France. Il serait peut-être temps de revoir un petit peu le mode de direction et à Marseille. Nous en reparlerons en 2058. En tous les cas, donc, ce sont les phobies spécifiques que vous rencontrerez le plus fréquemment dans votre exercice. Après, nous en avons d'autres que j'ai vues effectivement au CHU, comme la cynophobie, je vous l'ai dit, la peur des chiens, la musophobie, la peur des rats, c'est pas très fréquent, mais j'en ai effectivement vu quelques-uns que j'ai traités. L'aquaphobie, non, ce n'est pas la peur de boire de l'eau, sinon personne ne serait déjà morte. C'est la peur de nager. C'est évident que dans les criques et les calanques que nous avons dans le sud de la France, on peut en voir. L'ornithophobie, j'ai vu quelques cas également, donc peur des oiseaux, même peur des poules, j'en ai déjà vu. Arachnophobie, la peur des araignées. Alors ça, c'est très fréquent, mais en fait au cabinet ou au CHU c'est relativement rare, parce qu'avant qu'une personne vienne se déplacer pour se traiter, il faut vraiment que l'arachnophobie soit intense. L'hélurophobie, c'est la peur des chats. Il y en a, j'en ai vu, on en a traité. La brontophobie, bronto en grec. Oui, bravo, l'orage, l'éclair, la peur des orages ou des éclairs. Même principe, c'est des personnes qui viennent se présenter, rarement, mais ça peut arriver. La frigophobie, cas exceptionnel, c'est non pas la peur des Esquimaux ou des glaces, mais c'est la peur du froid. Donc la personne va éviter le rayon frais des supermarchés, va éviter l'air conditionné, va éviter de s'approcher des frigos. Alors évidemment, ça peut prêter à sourire, c'est sûr que être psychiatre, c'est des moments très amusants aussi, mais ces cas sont réels et la personne souffre vraiment parce que ça entraîne une invalidité assez importante. Donc, vous voyez que on peut trouver de très nombreuses phobies différentes, ce qui vous montre à quel point le mental peut inutilement torturer ces personnes. La squalophobie, qu'on peut trouver en Australie, même ici donc en Méditerranée, j'en ai vu aussi peur des requins donc, et la formicophobie, la peur des fourmis. Alors évidemment, la formicophobie, la personne va s'imaginer, va avoir peur que les fourmis font quoi? Je vous écoute. Allez les internes. Et oui, peur que les fourmis vont grimper sur leur corps, vont rentrer dans leurs vêtements. J'ai même eu un cas où la personne avait peur qu'il rentre dans sa culotte. Voilà. Après, sur Internet, vous trouverez d'autres phobies que sur Internet, mais j'en ai jamais vu de ces phobies-là, à partir d'ici. La nomophobie, peur très fréquente chez la femme, soi-disant, la peur de perdre son téléphone portable. Terreur, véritable peur du XXIe siècle, mais que je n'ai jamais vu au CHU. La trichaïdécaphobie, c'est la peur en fait du chiffre 13,
La paraskevidécatriaphobie, la peur du vendredi 13. La nécrophobie, la peur des morts. La gymnophobie, non, c'est pas la peur des gymnastes, c'est la peur des personnes nues. La coulrophobie, qui elle par contre est un peu classique mais qu'on ne voit jamais au CHU, c'est la peur des clowns, peut-être réveillée justement par le film It. Et enfin, l'idylphalophobie, la peur du sexe masculin en érection. Peut-être s'agit-il des féminazis, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en ai jamais vu. Alors, nous parlerons enfin de l'anatidaephobie. C'est la peur que quelque part, d'une façon ou d'une autre, un canard vous observe. Je rappelle que Anatidé, c'est la famille d'oiseaux à laquelle le canard appartient. Peur terrible en psychiatrie, cette peur d'être observé par un canard. C'est une plaisanterie, donc n'en tenez pas compte, c'est une blague. En fait, cette peur a été inventée par le dessinateur Gary Larson. Alors revenons, revenons au sérieux de la pédagogie. La phobie spécifique, eh bien, en fait, au niveau épidémiologique, comment se répartissent ces troubles anxieux? Eh bien, on voit que les phobies spécifiques, c'est quand même fréquent, puisque sur un an, on le voit, il y a une prévalence de 4,7%, ce qui veut dire que sur un an, 4,7% des personnes en France vont souffrir de phobies spécifiques. On voit que sur la vie entière, c'est plus élevé, hein, comme à chaque fois. Phobie sociale, 1,7%. Et agoraphobie, mais souvent il faut l'additionner avec les troubles paniques parce que souvent c'est ensemble, 0,6%, mais donc globalement 1,8% sur un an. Les troubles anxieux, c'est 15% sur un an, 21% sur la vie, ce qui en fait le trouble psychiatrique le plus fréquent. On l'a vu, certaines de ces phobies peuvent prêter à sourire, c'est sûr, mais la personne qui vient vous voir, elle ne sourit pas parce que ces phobies peuvent entraîner évidemment, peuvent avoir des répercussions importantes, peuvent entraîner un handicap conséquent. Il y a une réelle invalidité. La personne qui est maxophobe va avoir peur de conduire, donc elle ne va plus pouvoir se rendre au travail en voiture. La personne qui est agoraphobe ne va plus prendre le métro, le train va dépendre des autres. Même la personne qui a peur des chiens, le cynophobe, ne va plus oser se promener dans les rues, ne va plus oser se promener dans les campagnes, de faire des randonnées. Donc, c'est ce que nous disent les patients, hein, au CHU, dans le service du professeur Lançon. Donc, vous voyez que vraiment, il peut y avoir une répercussion sociale, puisque la personne ne veut plus se déplacer pour voir ses amis, professionnelle pour aller à son travail, et même de santé, puisque j'ai vu des patients claustrophobes qui avaient par exemple un cancer de prostate et qui n'osaient pas faire l'IRM, qui était pourtant nécessaire à un geste chirurgical. Les modèles, eh bien, nous avons différents types de modèles. Le modèle en médecine, c'est le modèle neurobiologique qui se base sur le fonctionnement neurochimique du cerveau. On va donc parler de structures anatomiques bien réelles comme l'amygdale qui est très impliquée dans la peur, c'est un gris central dont la stimulation va entraîner la peur et l'agressivité. Le locus ceruleus dont l'activation va également provoquer l'anxiété chez l'animal, c'est une voie noradrénergique. Les noyaux du Rafet qui eux sont sérotoninergiques et qui ont plutôt un effet apaisant, donc un effet anxiolytique. Et enfin, d'autres structures, bien sûr, vont intervenir dans ce réseau émotionnel. La régulation des émotions est rendue possible par le cortex frontal et préfrontal, qui va planifier les stratégies, qui va aussi réguler les émotions. Ce qui fait que vous n'allez pas, lorsque vous avez très faim, briser la vitre d'une boulangerie pour dévorer tous les gâteaux qui sont juste dans la vitrine, c'est parce que vous régulez vos émotions. C'est grâce donc au cortex frontal et préfrontal que vous n'allez pas dévorer tous ces gâteaux en boulangerie devant tout le monde. Ou vous n'allez pas sauter sur la jolie fille ou le beau garçon qui est dans la rue. C'est parce que votre cortex frontal et préfrontal régule ces émotions. Le système limbique, quant à lui, joue un rôle également dans les émotions, l'hippocampe dans la mémoire. Il fait d'ailleurs partie du système limbique avec l'amygdale, le fornix, la cingulale et le thalamus. Alors, nous avons vu les structures anatomiques, mais quelles sont les neurohormones qui vont avoir un rôle dans l'anxiété, dans la peur? C'est bien sûr la sérotonine, dont l'élévation va entraîner au contraire une diminution de l'anxiété. La noradrénaline, elle, c'est dans son instabilité qu'elle provoque de l'anxiété. Et le GABA a un effet anxiolytique. Donc comprenez bien que la sérotonine
est diminué dans un trouble anxieux, puisque son augmentation va apaiser. C'est pour ça que les antidépresseurs qui augmentent la sérotonine ou qui vont augmenter sa durée dans les synapses est utilisé même dans les troubles anxieux. C'est un résumé de ce que je viens de vous dire, donc vous voyez à quel point l'interaction se fait entre ces différentes structures, le locus coeruleus, le raphé, le cortex préfrontal, l'amygdale, vont, de par leur connexion, agir sur le système septo-hippocampique qui va décider ensuite de l'activation de l'anxiété, et l'anxiété qui va ensuite entraîner un comportement de fuite ou de combat. La personne reste, c'est le combat, la personne fuit, c'est la fuite, grâce au système d'activation de combat ou de fuite. Le modèle du conditionnement, c'est donc le modèle proposé au départ et issu en fait des théories de Pavlov et son chien. Vous avez dû voir, c'est vos cours de biologie ou de sciences naturelles du collège et du lycée. C'est l'association, c'est l'idée même de l'association entre un stimulus qui est conditionnellement neutre, comme par exemple un espace clos, les ascenseurs, avec un stimulus inconditionnel comme la peur. Le fait que la peur, par exemple une attaque de panique, ne soit produite en même temps que la personne était dans l'ascenseur, eh bien, puisque ça s'est produit en même temps, la personne va associer les deux et cela va conduire à une phobie d'après ce modèle du conditionnement. Et ceci, alors qu'il n'y a pas vraiment de menace physique ou psychique dans l'ascenseur. C'est pas dangereux de prendre un ascenseur. Le comportement sera ensuite renforcé dans les modèles du conditionnement opérant de Skinner par le soulagement qu'il provoque. Quand la personne prend l'escalier plutôt que l'ascenseur, elle va vous le dire, elle va se sentir soulagée et va se dire la prochaine fois je vais donc reprendre l'escalier puisque ça me soulage. Donc on voit bien que le comportement de fuite est renforcé par le soulagement qu'il procure. C'est un résumé de ce que je viens de vous dire. Donc le patient ici, dans une situation par exemple face à l'ascenseur, sa réponse va être de prendre l'escalier. Ça va être ça, comportement de fuite. Les conséquences sont positives pour lui, il se sent soulagé. Et il évite la punition, qui est la souffrance, l'anxiété, ce qui va renforcer encore plus son comportement de fuite dans cette boucle. Vous comprenez pourquoi, en thérapie, au contraire, on insiste sur la confrontation, mais bien sûr, la confrontation en douceur. Ça, la douceur, en tant que futur psychiatre, comprenez-le bien, c'est très important. La brutalité ne vous mènera à rien avec un patient qui souffre d'un trouble anxieux. Les modèles cognitifs, tels que ceux proposés par Beck, ce sont des modèles en fait issus des théories de l'information par le cerveau, qui se comporte comme un ordinateur finalement, c'est-à-dire qu'il traite des données. Et bien ici, dans le modèle cognitif, la personne souffre de phobie, souffre d'anxiété parce qu'il y a une interprétation erronée de la situation, une interprétation erronée des stimuli interoceptifs ou extéroceptifs. Extéroceptif, ce qui est extérieur, l'avion, le chien, l'araignée, le sang. Interoceptif, ce qui est intérieur. La personne peut mal interpréter le fait que son cœur batte vite. Par exemple, une patiente peut vous dire « Mon cœur bat très vite, je pense que je vais faire un arrêt cardiaque ». C'est faux. C'est juste parce qu'elle était un peu anxieuse que le cœur a battu vite en réponse grâce à l'adrénaline et il n'y a pas de conséquences. Mais vous voyez qu'elle interprète mal le fait que son cœur batte vite. Elle va penser qu'elle va avoir un infarctus, ce qui est faux. Donc vous voyez qu'on retrouve cette notion d'interprétation erronée, en fait, chez ces personnes phobiques. La personne qui a peur de prendre l'avion va penser quoi ? Quelles vont être ses pensées erronées de catastrophe ? J'aurais dû mettre un sablier. Eh bien, c'est bien sûr, vous l'avez peut-être trouvé, elle va avoir peur que l'avion s'écrase. L'avion va s'écraser. C'est ce que va penser cette personne. La peur du chien, c'est quoi ? C'est ça. Le chien va me mordre. Dans l'ascenseur, je vais rester coincé. Avec l'araignée va monter sur moi. Pour l'agoraphobe, je vais avoir une attaque de panique. Je vais perdre le contrôle. Je vais devenir fou. Je vais rester coincé. Personne ne pourra m'aider. Vous voyez, on peut imaginer, il y a vraiment, les patients ont tout un panel de pensées de catastrophe qui leur font faire ces interprétations erronées de la situation. Et on peut en avoir des millions. Cela varie selon vraiment les personnes. Le mental est aussi très riche à provoquer chez ces personnes. L'intellect est très prompt à provoquer chez ces personnes ces pensées qui finalement
de catastrophes qui vont finalement provoquer cette anxiété, alors que la situation n'est pas objectivement dangereuse. Un avion n'est pas objectivement dangereux. Être en hauteur n'est pas objectivement dangereux. Prendre l'ascenseur n'est pas objectivement dangereux, etc. Voilà un résumé de ce modèle. Donc la situation extérieure, par exemple conduire sur l'autoroute. L'attention va être guidée, il va y avoir des schémas cognitifs qui vont guider l'attention. L'individu va interpréter, en fait, en faisant attention qu'à certains stimuli, par exemple la présence de rambardes, la présence de glissières, la présence de camions, l'absence de sortie, eh bien il va se concentrer sur ça et va en faire une interprétation de catastrophe. Je vais perdre le contrôle de la voiture sur l'autoroute, je vais avoir un accident, je vais mourir. Cela va provoquer l'anxiété, évidemment, puisque la personne se sent menacée, même si ce n'est pas donc réel et pas justifié. Donc elle va ressentir de l'anxiété, ce qui va engendrer un comportement de fuite. Elle va éviter de prendre l'autoroute, ou alors elle va sortir de l'autoroute pour rejoindre une nationale. Si en plus elle éprouve beaucoup d'anxiété, cela va provoquer un état de panique, et donc cela va provoquer des symptômes comme les mains qui transpirent, les mains moites je veux dire, et la tachycardie, ce qui va encore plus accentuer sa peur, puisqu'elle va mal interpréter ses symptômes. J'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat vite, c'est sûr, je vais donc faire une attaque de panique, c'est certain, je vais perdre le contrôle du véhicule, je vais mourir. Vous voyez la boucle ici. Nous allons passer au modèle suivant, qui est le modèle éthologique de Barlow. C'est un modèle qui s'intéresse aux causes. Pourquoi est-ce que ces patients sont phobiques? 4 causes essentiellement. Le stress, lorsque la personne subit une pression pendant des mois, dû à des problèmes de sentimentaux, des problèmes au travail, des problèmes financiers. L'expérience directe, c'est quand la personne a vécu une expérience traumatisante. Par exemple, elle est restée coincée et a fait une première attaque de panique dans un ascenseur qui était en panne, ou alors lors de turbulences d'un avion, ou dans un embouteillage. L'expérience indirecte, le patient n'a pas été dans une situation traumatisante, mais a été le témoin d'une situation traumatisante vécue par un autre. Il a vu une personne encastrée dans sa voiture, il a vu une personne faire une attaque de panique. Enfin, les fausses informations, c'est quand les adultes vont dire aux enfants futurs phobiques des phrases qui sont excessivement en lien avec la menace, comme par exemple des parents qui vont dire à leurs enfants ne rentre pas trop tard ce soir, sinon tu vas te faire violer. Ne va pas trop loin, sinon tu vas te perdre. Ne nage pas trop loin, sinon tu vas te noyer. Toutes ces phrases beaucoup trop excessives, en fait, vont faire croire à l'enfant que l'environnement dans lequel il est hostile, et certains d'entre eux, devenant adultes, vont développer des phobies. Donc si plus tard, vous comptez avoir des enfants, et attention, je vous rappelle que nous sommes en surpopulation sur Terre, il y a plus de 7 milliards d'individus en 2018, et nous avons plus de 90 millions de personnes en plus par an, 90 millions par an. Donc réfléchissez bien avant d'avoir les enfants. Quoi qu'il en soit, si vous en avez, et s'il vous plaît, n'en ayez pas beaucoup pour éviter la surpopulation, si vous êtes raisonnable, et que vous pensez aux autres, et que vous êtes un bon psychiatre. Quoi qu'il en soit, donc, voilà, surtout si vous avez les enfants, ne leur dites pas des phrases comme ça. Donc la conclusion, c'est qu'il faut laisser les enfants prendre des risques, explorer par eux-mêmes, au lieu de chercher à leur faire peur. Sinon, ça provoquera, chez certains d'entre eux, donc, des réactions d'alarme vraies, ou appréhension anxieuse, qui seront mémorisées, qui évolueront vers une appréhension anxieuse, et qui finiront par une phobie, ou un TOC. Ici, alors, est-ce que vous avez reconnu cette marionnette que vous pouvez acheter sur les différents sites connus dans le monde? Donc, si vous pouvez ainsi amuser vos amis avec cette marionnette, ou alors traiter votre patient même avec cette marionnette, pourquoi pas, avec de la transfert. C'est qui? C'est bien sûr Carl Jung, ici en marionnette. Donc l'autre modèle, c'est le modèle psychanalytique des phobies. Donc ici, l'idée, c'est que l'anxiété est en grande partie sexuelle. Et ces pulsions sexuelles inacceptables par les parents ou la société ont été refoulées. On va voir comment cela se déroule dans le modèle que je vais vous montrer. Mais l'idée, c'est que ces idées refoulées vont ressortir sous forme de, surtout la peur de la punition, sous forme de représentations symboliques qui vont créer en fait la phobie. Ces représentations symboliques, ça peut être donc les araignées, le cheval, etc. Et l'enfant ou l'adulte va avoir peur du cheval, mais finalement pas du cheval,
directement, mais dans l'inconscient d'une punition ou d'une situation qui a été refoulée, ou d'une pulsion en fait. Donc finalement ici, on peut dire que ces représentations symboliques se manifestent consciemment par un comportement névrotique. L'idée c'est qu'ici, l'anxiété se développe euh, comme une réaction de l'ego face au danger et aux exigences de la libido. La libido des pulsions sexuelles, ce n'est pas acceptable par les parents ou par la société, ces pulsions sont refoulées et passent dans l'inconscient. Il va y avoir un phénomène de déplacement et elles ressortiront, ou les punitions ressortiront sous forme de représentation symbolique. Le rôle du psychanalyste, si plus tard vous êtes psychiatre psychanalyste, va être donc d'être très, très subtil, puisqu'il va devoir comprendre ce qu'un cheval, une araignée ou une voiture représente symboliquement pour la personne, pour le patient, afin d'en retrouver les causes inconscientes. Pour ce qui est des TOC, qu'on n'abordera pas aujourd'hui, il s'agit d'un phénomène de fixation au stade anal du développement psychologique. En psychanalyse, donc, Freud a élaboré cette théorie par rapport à l'étude de cas sur un enfant de 5 ans qui avait peur des chevaux. Alors en fait, l'idée c'est que c'est en lien avec le complexe d'Oedipe, l'enfant étant amoureux de la mère, il a peur d'être puni par le père, car le père ne peut pas accepter qu'il soit amoureux de la mère. Et il a peur que cette punition consiste en la castration. Donc l'enfant a peur d'être castré par le père. C'est inacceptable, donc il va refouler cette idée, ses pulsions sexuelles envers la mère. La punition va également être refoulée, cette peur de la castration va être refoulée, et elle va ressortir dans le conscient sous forme d'un objet symbolique, ici le cheval. Ainsi, l'enfant est libéré de la possibilité d'être confronté à la peur d'une punition sévère. Je vous ai fait ce schéma pour bien vous faire comprendre. Nous avons la pulsion sexuelle ici, qui n'est pas acceptée par la société ou par les parents, ou la punition. Ainsi, c'est refoulé, ça passe dans l'inconscient. Nous allons avoir une peur de la punition qui va être déplacée, et on va donc avoir un déplacement de la peur de la punition. Et ce déplacement va être rendu possible grâce à une représentation symbolique qui va émerger dans le conscient sous forme de peur de la représentation. Donc le psychanalyste a un travail difficile puisqu'il doit partir de cette représentation pour faire le cheminement inverse et ainsi retrouver l'origine symbolique de cette peur, de cette pulsion qui aura été refoulée. Le modèle évolutionniste, vous avez reconnu un très grand chercheur chez nos amis de la planète des singes, bien sûr, c'est le docteur Cornelius, qui est très connu parmi les chimpanzés. Donc dans cette théorie, dans ce modèle évolutionniste, l'anxiété est ici un mécanisme de protection physiologique de l'individu. L'anxiété a été créée par l'évolution pour nous protéger, pour nous permettre de réagir rapidement face à une menace, puisque je vous rappelle que il y a 40 000 ans, nos ancêtres vivaient dans un environnement hostile, la forêt, la jungle, les steppes, et il a donc bien fallu réagir rapidement pour chasser des mammouths, pour se défendre face à un ours. C'est comme ça que l'anxiété s'est mise en place. Elle a donc un vrai rôle de protection, c'est ce que vous devez dire aux patients, que l'anxiété est là pour le protéger. Mais, dans cette théorie, il y a une discordance évolutive. Notre société moderne a évolué plus vite que notre biologie. Nos corps ne se sont pas forcément adaptés, en fait, à notre environnement présent, technologique et moderne. D'autres théories discutent de diminution du contact entre la mère et l'enfant dans nos sociétés modernes et dans la présence croissante d'étrangers, en fait, alors qu'autrefois l'enfant était limité aux proches, ce qui autrefois diminuerait l'anxiété d'après ces théories. Donc le fait d'avoir plus de contact avec la mère et et d'avoir des contacts limités aux proches diminuerait l'anxiété d'après ces théories. En tous les cas, donc, Price précise bien que l'individu possède des traits qui sont adaptés à un environnement qui diffère de l'environnement présent. Là, nous rejoignons les théories futures, enfin les théories présentes sur le futur, les théories du transhumanisme, car notre corps n'évolue pas assez vite effectivement avec la société. Le transhumanisme sera peut-être la réponse à cette question en utilisant la technologie, la science, pour accélérer l'évolution de notre corps
et ainsi nous adapter aux défis de la société d'aujourd'hui et de la société de demain. C'est un vrai débat philosophique dont vous pourrez discuter. Vous, en tant que psychiatre, enfin futur psychiatre, donc comment ferez-vous les diagnostics à l'hôpital ou dans vos cabinets? Eh bien avec des outils qui existent déjà, qui sont des entretiens semi-structurés, c'est-à-dire des questions écrites que vous posez. Par exemple, est-ce que vous vous sentez nerveux lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes et avez-vous peur d'être mal jugé? C'est ce qui est écrit dans ces textes. Le patient répond oui ou non. Si oui, vous suivez la liste des questions suivantes. Sinon, vous passez à la question suivante, par exemple sur la dépression. Donc c'est la mini utilisée en France. Dans les pays anglo-saxons, on utilise beaucoup l'A10 qui est tiré du DSM-4 ou du DSM-5. Les cas cliniques, nous allons aborder maintenant la réalité clinique. Parlons de notre première patiente, Saori. C'est une femme de 31 ans qui n'a pas d'antécédent psychiatrique particulier ou organique. La mère était anxieuse, donc on voit déjà qu'il y a peut-être une notion d'éducation, pas de traitement. En fait, il y a eu une panne de métro et cette jeune demoiselle a en fait déclenché une attaque de panique dans ce métro il y a 3 ans. Et vous voyez, depuis cette première attaque de panique dans le métro, elle n'ose plus prendre le métro. Et remarquez comme la phobie évolue avec le temps, puisqu'elle s'est généralisée à d'autres situations que le métro, mais qui ont quand même un lien avec la situation originelle, l'idée d'être enfermé en fait, l'idée de pouvoir déclencher une attaque de panique. Donc elle a commencé après à avoir peur aussi, finalement, de l'avion, avoir peur des supermarchés, de l'ascenseur, des tunnels. De ce fait, l'invalidité est ici très importante puisque cela gêne énormément ses déplacements. De plus, elle signale qu'elle commence à avoir des attaques de panique, des crises d'angoisse récurrentes, spontanées, chez elle. C'est donc mal vécu, cette perte d'autonomie provoque une tristesse chez elle, elle vous dira qu'elle n'éprouve plus de plaisir dans sa vie. Alors, quel est votre diagnostic? Je vous écoute. Le sablier. Je vais peut-être le rajouter d'ailleurs. Vous avez trouvé? Il s'agit bien sûr d'agoraphobie, puisqu'on le voit, elle a une attaque de panique, elle a peur probablement de faire une attaque de panique, encore une fois, dans des lieux où elle ne peut pas sortir. Donc on retrouve l'agoraphobie. Ici, les crises spontanées nous rappellent le trouble panique, elle a un trouble panique, et évidemment, cette tristesse qu'elle décrit, c'est une dépression réactionnelle. On a donc 3 diagnostics, l'agoraphobie, le trouble panique, la dépression réactionnelle. Elle ne prend aucune drogue, ça c'est un point important. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de perdre le contrôle. Vous pouvez être sûr que la plupart des gens anxieux, ils ne prennent pas de drogue. Parce que précisément, ils ont peur de perdre le contrôle. Et ça, c'est une chose que vous retrouverez chez tous vos patients qui sont anxieux. Ce qui est au cœur de cette phobie, ce qui est au cœur de l'anxiété excessive, c'est la peur de perdre le contrôle. Ils sont tous obsédés par l'idée de contrôle. Souvent les phobiques et les anxieux veulent contrôler, ils veulent se contrôler, ils veulent contrôler les événements, ils veulent contrôler les autres. Alors que la vie, c'est d'apprendre qu'il faut lâcher prise, qu'il ne faut pas chercher à contrôler les autres, ni à contrôler ses émotions, ni forcément à contrôler les événements. Et ça, vous le verrez en thérapie. Donc l'invalidité est importante, comme on l'a vu. Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle vient vous voir et il faut écouter le patient. Parce que ne lui proposez pas forcément la thérapie que vous voulez, vous, mais proposez-lui la thérapie qui est adaptée à ce qu'elle demande, à son besoin. Et là, elle demande à retrouver sa liberté, son autonomie, son indépendance. Donc, si la dépression est importante, vous pouvez lui proposer un traitement psychotrope, bien sûr, les anxiolytiques, à la demande, pas de manière régulière. Par exemple, si elle doit faire un voyage en avion et qu'elle veut absolument partir, qu'il y a une obligation, vous pouvez lui prescrire ces anxiolytiques à la demande. On retrouve les classiques, Valium, Lexomil, Seresta, Xanax, etc. Les barbituriques, comme le Gardénal, c'est terminé. L'Atarax, on le prescrit aussi quelquefois, et des bêta-bloquants comme le propanolol. Je vous conseille le Stresam, par exemple, si la patiente présente des manifestations psychosomatiques. En plus. Si vraiment vous voulez traiter un peu au long cours, et si le cas est assez sévère, vous pouvez introduire des antidépresseurs avec une prise quotidienne. Les plus fréquents sont
en ce moment bien sûr, hein, en 2018, je ne sais pas ce qu'il en sera en 2058, l'Effexor, la Venlafaxine, le Prozac pour la fluoxétine et le Zoloft, qu'on utilise au rythme, à la posologie en général, d'un ou deux comprimés par jour. Si vraiment le cas est très sévère avec une composante un peu délirante, s'il y a un discours quand même qui est un peu délirant derrière la phobie, comme par exemple un patient qui vient vous voir en vous disant qu'il a peur des autres et qui vous dit voilà, je vois les personnes, elles se recoiffent comme ça. Et je sais que ce geste me permet de les reconnaître. C'est pour ça que je ne prends pas le métro, parce que dès qu'elles font ce geste, je sais qu'elles font partie de ce club, de cette association qui sont contre moi. Là, on voit clairement que la personne, il y a une composante délirante un petit peu derrière, hein. Donc là, vous pouvez dans ce cas-là, effectivement, rajouter en plus un neuroleptique comme l'Abilify, le Risperdal ou le Zyprexa, hein. Alors, le problème, c'est évidemment, c'est bien beau les psychotropes et ça marche, mais c'est efficace sur le court moyen terme et surtout le patient ne vient pas vous voir pour un dépendant de la pharmacothérapie, hein, mais bien pour retrouver sa liberté. Donc il va falloir aussi proposer une psychothérapie. Son objectif, vous la connaissez, elle l'a dit, c'est retrouver sa liberté maintenant. C'est présent, c'est l'avenir. Donc vous allez lui proposer ce qui est adapté à cette demande, les thérapies cognitivo-comportementales. Je vous rappelle que le but des thérapies cognitivo-comportementales est d'aider le patient à changer son point de vue, à changer sa façon de penser et à affronter les situations. Donc, ces techniques qui ont été mises au point dans les années 50-60 vont permettre d'aboutir à l'habituation et à l'extinction de la peur. Les thérapies cognitivo-comportementales comportent, comme leur nom l'indique, une composante cognitive. L'idée va être, depuis les théories de Beck, Ellis et Bandura ou Lazarus, de modifier en fait la façon d'interpréter la situation par le patient. Par exemple, quand il prend l'avion, il ne faut plus qu'il pense l'avion va s'écraser, mais plutôt l'avion est un moyen de transport rapide qui va me permettre d'arriver à bon port. Évidemment, c'est facile à dire, mais vous avez des méthodes bien précises pour ça. Je vous invite, si la TCC vous intéresse, à évidemment vous inscrire au DU de TCC. Quoi qu'il en soit, donc, ce qu'on enseigne aux patients à ce moment-là, c'est la psychoéducation à propos de la peur. C'est un système de gestion de l'anxiété pour qu'ils puissent mieux gérer ses émotions, comme Akara ou Aware. Des slogans, comme dans les auto-instructions positives. La restructuration cognitive et on va y ajouter souvent la relaxation, avec Jacobson, Schultz, etc. Donc on l'a dit, le but c'est de remplacer des schémas cognitifs en fait par des schémas cognitifs plus équilibrés pour arriver en fait à une interprétation plus réaliste, plus équilibrée de la situation. La psychoéducation, c'est une partie qui est importante. Vous allez devoir apprendre aux patients ce que finalement je vous apprends un petit peu, c'est-à-dire les modèles de l'anxiété pour lui faire comprendre ce qui se passe dans sa tête. Parce que souvent les patients qui sont anxieux, ils ont peur de leurs propres symptômes parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans leur tête. Ils ne savent pas ce que sont ces symptômes. Ils ne savent pas que c'est une réaction physiologique. Donc vous, en tant que futur psychiatre, ça va être de vraiment les rassurer en leur apprenant ce que c'est en fait, hein. Et rien que le fait de savoir, eh bien ça les rassure. Ce qui est finalement logique, car c'est l'ignorance qui mène à la peur. Vous leur apprendrez donc les mêmes modèles que je vais vous enseigner, le modèle neurobiologique de Gray, le modèle du conditionnement, le modèle éthiologique de Barlow et le modèle cognitif de Beck. Akara, je vous l'ai dit, c'est un système de gestion des émotions. Il faudra leur apprendre à accepter l'anxiété, donc c'est un acronyme, hein. A pour accepter l'anxiété, c'est-à-dire que, je vous l'ai dit, il faut qu'ils comprennent bien que, et même vous, ça peut vous être utile, qu'il ne faut pas être dans le contrôle des émotions. En quelques mots, parce que ça pourrait faire l'objet d'un cours entier, l'idée c'est que, comme en méditation, on ne cherche pas à contrôler ses émotions parce qu'on ne peut pas contrôler ses émotions. On va donc accepter l'anxiété, on va donc la laisser venir. Et on va lâcher prise. Alors c'est vite dit de lâcher prise, mais le lâcher prise c'est l'idée de ne pas résister à ce qui est, pas résister à ce qui se passe. Bon, je suis en hauteur au 40e étage, je ressens l'anxiété, je ne résiste pas à ce qui se passe, je ne résiste pas à l'anxiété qui arrive. Je suis anxieux, je le sens, bien, je suis anxieux, cela vient, cela monte, je ne résiste pas, je fais la relaxation si j'ai envie, je fais la gestion des émotions, je fais la thérapie cognitive, mais je ne cherche pas
à résister. Je ne cherche pas à me contrôler. C'est un point important. Donc vous, quand vous ferez des gardes d'urgence et que vous voyez des personnes qui font des attaques de panique, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Je vous écoute. Voilà. Surtout pas leur dire calmez-vous. Surtout pas leur dire maîtrisez-vous. Surtout pas leur dire ah vous avez l'air pâle. Et surtout pas leur dire attendez, je vais appeler l'infirmière ou on va vous faire une prise de sang ou on va aller aux urgences. Cela va augmenter l'anxiété parce que vous êtes dans le contrôle. Ce qu'il faut dire aux patients en attaque de panique, c'est ce qui n'est pas dans le contrôle. C'est des phrases vraiment rassurantes comme je suis là, prenez le temps, asseyez-vous si vous avez envie, faites un peu de relaxation si vous le sentez, je reste près de vous, ça va passer, c'est temporaire et ce n'est pas grave. Vous avez vu, là, aucune de mes phrases sont dans le contrôle, je n'impose rien là. Mais c'est ce qui va beaucoup, pour avoir vu beaucoup d'attaques de panique devant moi, ce sont vraiment les phrases qui vont rassurer. Et évidemment, quand une personne fait une attaque de panique, parlez-lui en douceur, ralentissez votre rythme de parole, parlez-lui avec chaleur et bienveillance et avec douceur, et agissez vous-même lentement. Et toujours ces mêmes phrases, hein. Je suis avec vous, je reste avec vous, vous avez le temps, ce n'est pas grave, ça va passer, je suis là. C'est ça qui est rassurant. Vous pouvez aussi avoir un contact physique, hein. Le patient peut vous prendre la main, aucun problème. J'ai même vu des patients et des patientes qui, pendant l'attaque de panique, m'ont pris dans leurs bras. Aucun problème, laissez-vous faire, ça les rassure. Et effectivement, après, ils sont rassurés, ça va durer quelques minutes, et cela va s'arrêter. Donc la personne ensuite le sait, doit contempler ses émotions, c'est-à-dire qu'elle doit la mesurer de 0 à 100. A pour agir avec l'anxiété, on doit continuer à faire ce qu'on doit faire, marcher, conduire, etc. Mais évidemment en ralentissant ses gestes. La personne qui est au volant va ralentir ses gestes au volant, ses mains, ses pieds. Si la personne est anxieuse en marchant, elle doit ralentir sa marche. C'est l'empressement qui accentue l'anxiété. Il faut donc tout ralentir. En quelques mots. R pour répéter les 3 étapes, A pour attendre le meilleur, l'avion va atterrir, le chien va être gentil, l'araignée va partir, l'ascenseur va arriver, etc. La thérapie cognitive, le patient est en 3 étapes. Le patient doit prendre conscience il doit prendre conscience de ses pensées de catastrophe. Les pensées dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'avion va s'écraser, le chien va me mordre, je vais avoir le sida, je vais devenir fou, je vais perdre le contrôle. Il faut d'abord que le patient prenne conscience de ça. C'est la première étape. La deuxième, c'est qu'il faut qu'il cherche des preuves pour et contre. La troisième, c'est qu'il génère une interprétation équilibrée de la situation. L'ascenseur va arriver, le chien va partir, je vais être en bonne santé, l'attaque de panique va s'arrêter, etc. Vous pouvez aussi enseigner des slogans aux patients, ce qu'on appelle des auto-instructions positives, ce qui est une forme d'auto-persuasion que le patient va apprendre. Il va en choisir plusieurs parmi ceux que vous lui proposerez, comme je dois retrouver ma liberté, je suis ici pour changer, la force est avec moi, ce qui est très à la mode avec Star Wars, etc. L'imagerie mentale, le but va être d'utiliser l'imagination. Le patient va utiliser son imagination pour gérer ses émotions. On peut imaginer qu'il est dans une situation apaisante, imaginer qu'une personne rassurante est avec lui, etc. L'exposition est la dernière phase, ici comportementale. Le patient va s'exposer aux situations qu'il évite en général. Voiture, conduite, chien, araignée, fourmi, avion, ascenseur, sang, saleté, etc. Donc l'exposition in vivo, cela fait longtemps que les articles scientifiques attestent de son efficacité clinique. Depuis déjà les années 80-82, cela a été démontré. Et elle est même supérieure à d'autres traitements psychologiques. Donc du coup, finalement, depuis 2007, depuis les années 2010 aussi, la thérapie cognitivo-comportementale est devenue le traitement de référence, tel que cela a été déclaré par plusieurs instituts gouvernementaux, la NICE pour le gouvernement britannique et la NIMH pour le gouvernement américain. Donc vous voyez qu'elle le considère comme le traitement de choix pour les troubles anxieux, et même que cela a plus d'effet que le traitement médicamenteux. Mais, s'il vous plaît, faites preuve maintenant, vous futurs psychiatres, d'esprit critique. Qu'est-ce que vous critiquez par rapport à cette méthode ?
Je vous laisse réfléchir. Le sablier. Je vais peut-être faire un bruitage de tic-tac d'ailleurs, tiens. Et vous, il vous faudrait un buzz. Pour être plus sérieux, eh bien, donc la critique qu'on peut avoir, c'est la brutalité. Une personne qui a peur des chiens, comment vous allez faire vous, en tant que psychiatre? Parce que la thérapie par exposition doit être progressive. Vous allez donc lui amener un chien doux, puis un chien plus agressif. Et pour prendre l'avion, comment vous allez faire? Vous allez prendre l'avion avec la patiente. Et puis, l'avion, comment allez-vous le contrôler? Comment allez-vous décider de à quel moment il faut ouvrir, fermer le sas, faire décoller l'avion? Et l'ascenseur, comment est-ce que vous allez décider en fait de la durée, de l'ouverture des portes, d'une panne éventuelle? Et les métros, comment allez-vous décider du nombre de passagers pour que ce soit progressif? C'est ça le problème. C'est que souvent, de ce fait, 25% des patients refusent de se soumettre à une thérapie d'exposition parce qu'elle est trop brutale. Elle n'est pas assez douce. On n'a pas cette progression en fait que la réalité rend difficile. Et pour les personnes qui veulent visualiser des scènes, parce que vous avez aussi de l'exposition en imagination, la personne imagine qu'elle prend l'avion, eh bien tout le monde n'a pas le talent, la capacité à imaginer parfaitement ce genre de situation. La solution, eh bien, c'est le domaine pour lequel je suis un expert international. Vous le savez peut-être, c'est bien sûr la réalité virtuelle. En réalité virtuelle, vous plongez la personne grâce à un casque de réalité virtuelle, un visocasque, dans des environnements qui sont créés par ordinateur et qui vont montrer aux patients, qui vont permettre aux patients de s'immerger dans les lieux qu'il évite justement, dans un but d'exposition. Un avion virtuel, un chien en 3D, la conduite d'une voiture de synthèse. Et cela fait déjà longtemps que cela a été testé, puisque vous voyez, ça remonte à 1992, North a publié sur l'aviophobie, et les procédures sont les mêmes que pour l'exposition classique, mais ici, elles se font en réalité virtuelle. Elles vont apporter la douceur qu'on recherche, puisque là, dans votre bureau au CHU ou dans votre cabinet, vous allez pouvoir exposer le patient progressivement et décidez-vous, en fonction du progrès du patient, les événements qui vont suivre. Au départ, vous allez choisir un avion en 3D qui reste sur la piste, le sas ouvert et qui est vide. Puis après, à vous de décider progressivement, vous allez mettre plus de passagers. Vous allez voir au patient s'il est prêt à ce que vous fermiez le sas et s'il est prêt pour le décollage. Vous allez pouvoir choisir la durée du vol. Vous voyez cette flexibilité qui permet cette grande douceur dans l'approche thérapeutique et qui va donc être très utile. Vous pouvez l'avoir par rapport à la réalité virtuelle qui est vraiment un outil de la psychiatrie du XXIe siècle. C'est pas le sujet de ce cours, donc j'en parlerai beaucoup plus en détail dans le cours qui va être dédié et qui s'appellera Réalité virtuelle et exposition thérapeutique en psychiatrie et qui sera sur YouTube bien sûr. La conclusion par rapport à ce cas clinique, c'est comment l'aider? Eh bien, vous allez prescrire un psychotrope comme l'Effexor 75 LP, un comprimé le matin ou le Séroplex. Vous lui proposerez un benzodiazépine à la demande comme le Veratran, donc à la demande, si la personne est très angoissée. Et enfin, vous allez lui proposer une TERV, c'est-à-dire une thérapie par exposition à la réalité virtuelle. Avec, dans le cadre des TCC, bien sûr, vous lui apprendrez les méthodes, relaxation, psychoéducation, thérapie cognitive et après, évidemment, une exposition en réalité virtuelle. Passons maintenant au cas clinique numéro 2, Monsieur Canchin. Alors, Monsieur Canchin, eh bien, c'est un homme de 45 ans, là non plus on n'a pas d'antécédent organique ou psychiatrique, il a déjà un traitement, donc il a dû voir son médecin généraliste ou un psychiatre avant, on voit qu'il a 3 comprimés de Stresam par jour. C'est un homme de 35 ans, à l'âge de 35 ans, donc après la naissance de son premier enfant, il subit un grave accident de voiture qui impose une hospitalisation du fait de son traumatisme facial. Évidemment, la personne est traumatisée, ce patient est traumatisé, et il ressent une forte anxiété et est à la limite de l'attaque de panique lorsqu'il conduit. Au départ sur autoroute, et puis comme je vous l'ai dit, la phobie finalement s'aggrave. La peur s'aggrave dans la mesure où elle s'étend à d'autres situations en lien avec la conduite. Il commence à avoir peur des nationales, puis départementales, et puis finalement presque de prendre sa voiture. Cela va avoir un impact très important au niveau professionnel, bien sûr. Par ailleurs, il se plaint aussi du fait d'être inquiet très fréquemment, de passer un temps très important à s'inquiéter tous les jours sur des sujets variés de sa vie quotidienne.
votre diagnostic, le sablier, tout ça vous buzz. Vous avez trouvé? Bravo. Effectivement, donc la mini, le test diagnostic, va retrouver une amaxophobie, la peur de conduire, et un trouble anxieux généralisé. L'invalidité est importante puisqu'ici, donc on observe cette peur, on observe l'idée que la personne ne pourra plus conduire, donc on a une invalidité importante, avec une désinsertion sociale, puisqu'il ne peut quasiment plus travailler. Alors, l'objectif thérapeutique, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Eh bien, ici, il ne parle pas vraiment de liberté, là. Il cherche surtout à ne plus être gêné par son traumatisme passé. Il veut reprendre la conduite, certes, mais être plus serein et plus être gêné par ses souvenirs du passé. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein. Adapter la thérapie, non pas en fonction de ce que vous aimez vous comme thérapie ou de ce que vous faites vous comme thérapie, mais en fonction des besoins du patient et en fonction de l'efficacité thérapeutique. Donc lui, ce dont il aura besoin, parce qu'il parle beaucoup de traumatisme, c'est bien sûr de l'EMDR. On a un traumatisme qui est bien identifié, on sait que cette technique va fonctionner, donc c'est ce qu'il faut utiliser. On voit ici que la thérapeute tient un sabre laser, hein, effectivement, et avec ce sabre laser, elle va le balancer à droite et à gauche pour entraîner une stimulation bilatérale du cerveau, puisque la personne va regarder, va observer ce stimulus bilatéral pour l'intégration bilatérale alternée d'informations sensorielles. Le but va être d'aider le patient à mieux intégrer, mieux faire le process et mieux stocker en fait ce souvenir traumatisant. Alors ça paraît magique, évidemment, hein, juste bouger à droite et à gauche ou stimuler en utilisant des sons les oreilles droites et l'oreille gauche. Et cette méthode qui paraît ultra simple, qui paraît presque magique, pourtant fonctionne, tel que c'est démontré par les études scientifiques. Elle a été développée par Francine Shapiro en 1987, et vous pouvez utiliser tout type de stimulus dès l'instant que c'est alterné, pas seulement le sabre laser à droite et à gauche, mais aussi les sons, comme je vous l'ai dit, ou même la sensibilité épicritique en touchant de manière alternée le genou droit et le genou gauche. Les dernières méta-analyses démontrent, en fait, font état de l'efficacité pour le stress post-traumatique ou pour le traumatisme isolé. C'est donc recommandé par l'APA. Alors, on a parlé de TAG. Évidemment, ce qui est aussi recommandé dans le trouble anxieux généralisé, c'est la relaxation. Donc, il faut apprendre à ce patient la relaxation. Vous avez 3 méthodes. La technique respiratoire, la technique vagale, donc la relaxation vagale, le patient va devoir gonfler le ventre, etc. La relaxation musculaire progressive de Jacobson, on va s'intéresser à l'état de contraction musculaire et de relaxation. Le training autogène de Schultz, qui est une forme en fait d'auto-hypnose, on va s'intéresser aux sensations. Le patient va induire des sensations. La relaxation, cela fait bien longtemps que son efficacité est démontrée. On le voit dans la méta-analyse de Stetter de 2002. Donc c'est efficace. Ah, vous l'avez reconnu, notre grand maître à tous, c'est bien sûr Maître Yoda. Et Maître Yoda, qui vit dans cette énergie qui nous relie tous à la force, et bien surtout, et vous l'avez vu, il enseigne une forme de méditation, et c'est ce que vous pouvez conseiller à ce patient, la méditation. C'est-à-dire ce qu'on appelle en ce moment, qui est très à la mode, le mindfulness. Mais le mindfulness n'est ni plus ni moins que la méditation. Donc l'idée, c'est un processus qui implique une pleine conscience des activités en cours. C'est-à-dire que vous vous concentrez vraiment sur ce qui se passe maintenant, sur ce que vous entendez, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez, mais sans agir, c'est-à-dire sans chercher à analyser, à juger, en fait, et vous prenez le rôle d'un observateur bienveillant. Vous observez une pensée qui vous traverse, vous observez la chaleur de vos mains, vous entendez le bruit des voitures, et vous ne jugez rien, vous laissez venir. Donc cette méditation, le mindfulness, dérive des principes bouddhistes de la méditation, notamment la méditation vipassana. Alors,
Alors, la méditation, donc, Vipassana, eh bien, cette méditation, en fait, en quoi consiste-t-elle? Et elle peut durer, c'est pas forcément comme dans les films, hein, ça peut être, bien sûr, ça peut durer, en fait, plusieurs heures, mais ça peut durer tout à fait 5 minutes, hein, vous pouvez faire la méditation en 5 minutes. Et je vous l'ai dit, elle consiste à observer, hein, de manière bienveillante, de manière neutre, les informations sensorielles, les émotions, les pensées. Et on va se focaliser ainsi sur ces dernières. Elle a été popularisée par John Kabat-Zinn en Occident et l'efficacité est démontrée en fait comme on le voit dans les méta-analyses de Coury dès 2013. Donc cela marche, hein, c'est démontré, vous pouvez vraiment le conseiller ou l'enseigner. Les critiques se portent en fait essentiellement sur eh bien, son éloignement des techniques initiales telles qu'elles sont enseignées dans un cadre spirituel ou mystique du bouddhisme. Donc on reproche pour certains auteurs le fait qu'il n'y a plus de mystique dans cette méditation. Retenez donc que le mindfulness est juste un terme hype pour désigner la méditation. Nous allons maintenant aborder la suite. Oui, alors la conclusion, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait. Conclusion, c'est que nous allons utiliser un traitement combiné, comme tout à l'heure, puisque on va ici avoir 3 techniques différentes. Vous allez proposer aux patients des séances de EMDR, 10 à 20 séances, de la méditation, du mindfulness que vous allez lui enseigner, par exemple au CHU de la Conception. Eh bien, il y a des séances qui sont proposées et qui sont gratuites et sans rendez-vous tous les lundis et tous les jeudis pour que les patients puissent facilement apprendre la méditation. Et la relaxation avancée en enseignant aux patients les 3 méthodes que nous venons de voir, le Jacobson, le Schultz et la relaxation vagale. Passons maintenant à un autre cas clinique, le cas clinique de Zia. Alors, Zia est une femme de 49 ans. Son père était impulsif, autoritaire et violent. Elle a été battue lorsqu'elle était enfant. Une fois adulte, sa vie conjugale a été tumultueuse. Son histoire est émaillée par des séparations à répétition et des divorces. Elle est également en conflit avec son fils, qui de surcroît s'est éloigné en vivant à l'étranger. Depuis l'adolescence, en fait, elle a développé une certaine timidité qui s'est accentuée avec le temps. Elle a du mal à dire non quand on lui fait des propositions. Elle se sent très nerveuse dans les soirées et finalement n'est pas du tout à l'aise dans les réunions de travail et tente même de les éviter. Elle se dispute souvent avec son fils, supporte mal son employeur qui l'oblige à aller à ces réunions auxquelles elle ne veut pas aller et déclare avoir des cauchemars où elle se voit courir sans fin, sans jamais trouver de sortie. Elle présente par ailleurs au niveau clinique un amaigrissement important et se plaint de palpitations et de bouffées de chaleur, avec une perte de poids, alors que pourtant elle a un régime normal. Elle pense peut-être que ça vient de son anxiété. Mes chers amis futurs psychiatres, vos diagnostics? Oui, je vais mettre un compte à rebours. Voilà. Eh bien, la Mini va retrouver une phobie sociale, hein. On voit, elle n'ose pas dire non, elle n'ose pas s'affirmer, elle est très timide, les discours ou les réunions la rendent anxieuse, elle a peur d'être mal jugée. C'est une phobie sociale. Mais attention ici, c'est très intéressant parce qu'ici on a un problème organique. En fait, un, vous avez fait un examen biologique avec T4, TSH et aussi anticorps antirécepteurs de la TSH et vous avez constaté ces chiffres, hein. La TSH est très faible, la T4 est très élevée et il y a effectivement des anticorps antirécepteurs de la TSH. Elle a donc une maladie de Basedow, donc qui provoque une hyperthyroïdie. Ça, c'est un point très important. Surtout, cherchez au départ, soyez très attentifs à ce qu'il n'y ait pas une cause organique derrière un tableau psychiatrique. Car cela peut être effectivement une cause ou cela peut aggraver en tout cas un problème psychologique. Donc toujours rechercher une cause biologique dans un premier temps pour que ça ne vous échappe pas. Que ce soit un problème hormonal, comme une hyperthyroïdie, une hyperparathyroïdie, un syndrome de Stein-Leventhal, ou alors un problème neurologique, hydrocéphalie, épilepsie, syndrome d'apnée du sommeil. Cela ne doit pas vous échapper car une psychothérapie sera parfois inutile sur un problème qui est purement organique
Le traitement sera alors plus médico-chirurgical. Quoi qu'il en soit, donc, il y a quand même ce problème de phobie sociale et quel est son objectif à elle? Elle veut comprendre les raisons de ces schémas répétitifs. Pourquoi est-ce qu'elle a sans arrêt des conflits avec les hommes? Pourquoi est-ce qu'elle divorce à répétition? Pourquoi son fils l'agace tellement? Elle a besoin de dialogue, de parler de ça, avec une personne bienveillante. Quelle thérapie vous lui conseillez? Bien, le temps est imparti, je vous écoute. Et oui, il lui faut, bien sûr, une thérapie qui a été élaborée par la personne que vous reconnaissez. De qui s'agit-il? Il s'agit bien sûr de observer ses bottes de chasse, le chapeau typiquement autrichien, le gilet rétro. C'est bien sûr Freud. Sigmund Freud, ici qui est avec... Non, ce n'est pas sa femme comme on me l'a dit, c'est sa fille, Anna, qui est devenue aussi psychanalyste par la suite. Vous voyez que Freud, en fait, et la psychanalyse, avec le temps, est devenu un courant majeur, en particulier en fait en France. Et je vous rappelle que c'est une autre thérapie, une thérapie différente des thérapies cognitivo-comportementales. Et vous pouvez tout à fait proposer à vos patients quand vous pensez que c'est adapté, bien sûr. Voici typiquement en fait la situation d'un patient avec un psychiatre psychanalyste ou un psychanalyste. Eh bien, le psychanalyste se met derrière le patient est allongé, il ne voit pas directement le psychanalyste pour pouvoir ainsi faire un discours libre et faire des associations. Si par contre le patient regarde le psychanalyste, à ce moment-là, c'est une psychothérapie d'inspiration analytique. Cela vous permet de faire la différence. Oui, maintenant, Freud est tellement devenu célèbre et la psychanalyse est tellement devenue célèbre que vous pouvez tout à fait acheter des figurines maintenant qui parlent en plus, hein, et en appuyant sur le bouton, vous aurez même cette fameuse phrase que l'on entend souvent dans la psychanalyse. Vous pouvez donc l'acheter pour l'anniversaire de vos parents, de vos co-internes, de vos amis ou de vos patients, hein, sur les sites reconnus. Vous voyez, ça ne s'arrête pas là, hein. Freud est tellement connu, on peut même acheter des marionnettes. Et bien voilà, si vous voulez faire une psychanalyse à vos enfants, dès le plus jeune âge, vous pourrez leur parler avec cette marionnette. Bien sûr, l'attirail indispensable du psychanalyste, ce sont les chaussons de Freud. Vous pourrez importer des chaussons qui vont inspirer peut-être votre sommeil et vos rêves. Donc il s'agit vraiment d'objets que vous pouvez trouver. Et vous saurez ainsi quoi offrir à vos confrères ou vos consoeurs. Quoi qu'il en soit, donc dans ce cas-ci, il faut vraiment prescrire, il faut vraiment orienter cette patiente vers la psychanalyse. Parler du passé, des schémas, de vraiment dialoguer, de vraiment discuter. C'est ce que vous allez proposer. La psychanalyse va requérir dans son traitement un transfert. Le thérapeute, le psychanalyste, va prendre le rôle qui est en lien avec les concepts, les idées, les symboles refoulés par la patiente, le patient. Donc le transfert, c'est ça. Le patient va alors projeter en fait le rôle de la mère, du père, des enfants, de personnes qui l'a fait souffrir sur le psychanalyste. Et voilà, donc il y a un rôle qui est projeté inconsciemment. Et au cours de la psychanalyse, il va falloir faire une régression vers des états antérieurs psychologiques comme les états infantiles. L'étude des rêves est aussi une part importante. Le patient va parler de ses rêves, elle va parler de ses rêves. L'étude des actes manqués, des lapsus, pour faciliter l'accès au symbole, au souvenir inconscient, qui se cache derrière ce symbole. On va faire ressurgir des pulsions sexuelles ou des désirs qui ont trait au toucher et qui ont été refoulés par le sujet, par les interdits parentaux ou sociétaux. Quelle est la critique qu'on peut avoir par rapport à la psychanalyse? C'est que souvent elle résulte de l'étude d'un seul cas, ce qui n'est pas très scientifique, au lieu de résulter d'une étude sur un échantillon de patients. C'est Matthews qui avait donc évoqué cette critique. Mais ayons un esprit pratique, et je vous dis en tant que psychiatre, c'est une thérapie qui marche chez certains patients. Donc vous pouvez tout à fait orienter un patient, c'est ce que je fais moi-même, hein. Quand je sens que c'est adapté, je rentre des patients vers des psychanalystes. Alors, conclusion, eh bien, vous avez proposé un traitement combiné, un traitement endocrinologique, est en hyperthyroïdie sur une maille de Basedow. Il faut donc utiliser du néomercazole, c'est-à-dire du carbimazole, avec un traitement d'attaque de 30 mg par jour. Et bien sûr, vous lui conseillerez la psychanalyse.
Alors, c'est un point de vue personnel là par contre, mais j'ai tendance à plus conseiller la psychanalyse jungienne plutôt que lacanienne. Parce que lacanienne, c'est un peu dur. Le psychanalyste parle très peu et attend que la phrase clé ou le mot clé sorte pour brutalement dire ça y est, vous avez dit le mot, vous réfléchissez à la maison, c'est terminé. C'est quand même assez brutal. Donc, elle me paraît un peu dure pour les patients. C'est pour ça que je recommande, mais là encore, ça n'engage que moi. Je recommande plus de faire une psychanalyse de type jungienne, donc avec un psychanalyste jungien. Ou donc une psychothérapie d'inspiration analytique pour plus de dialogue. Les autres thérapies qui existent dans le monde de la psychiatrie du 21e siècle, rappelez-vous, hein, on n'est plus dans les années 80, hein, on est en 2018, enfin, à l'époque de secours. Peut-être que là, vous visionnerez cette vidéo en 2025. C'est bien sûr l'hypnose, et l'hypnose, vous le voyez, hein, elle remonte en fait quasiment à l'histoire de l'humanité. Mesmer en est l'un des acteurs les plus connus. Alors s'il vous plaît, pas Mesmer le québécois, qui a repris le nom de Mesmer, le vrai Mesmer, le britannique, le médecin britannique qui a traité des patients même devant des cours royales européennes. Une enquête avait même été demandée par le roi Louis XVI à son sujet. L'idée, c'est en tout cas d'entraîner. Vous pouvez d'ailleurs voir le film Mesmer, euh, qui est sur ce personnage. Alors, donc, quoi qu'il en soit, l'hypnose, le but est d'induire, par induction, à un état modifié la conscience, par des techniques très variées. Le sujet, il permet ainsi une réponse accrue à des suggestions. Et c'est l'hypnose qui est à l'origine du terme psychothérapie, qui avait été introduite par Benheim. Autre forme de thérapie, le biofeedback. Le biofeedback est très utilisé puisque vous allez utiliser par exemple une application sur votre téléphone portable qui est connectée à un cardiofréquencemètre et vous allez voir le rythme cardiaque qui peut être symbolisé directement par la courbe ou alors par une colonne. Et le but va être que le patient, en voyant son propre rythme cardiaque en direct, le diminue. Donc on exploite la technologie pour permettre au patient de percevoir, par ce qu'il voit, par la courbe à l'écran, la fonction d'organes, là le cœur, dans le but de les contrôler volontairement. Ça remonte aux années 70, on peut exploiter ainsi les cardiofréquencemètres et les téléphones portables avec des applications. Ça peut être donc le CG, l'électroencéphalogramme, l'électromyogramme avec le tonus musculaire, la résistance cutanée, skin resistance, etc. La combinaison avec des images de synthèse, notamment avec la réalité virtuelle, est tout à fait possible, tel que l'a démontré Gorini. Ce qu'a fait Gorini, c'est que les personnes mettent des casques de réalité virtuelle et ils voient alors un feu de camp en image de synthèse. L'intensité et la hauteur de ce feu de camp varient en fonction du rythme cardiaque du patient. Donc le patient, en regardant le feu, va tenter de faire diminuer l'intensité et la hauteur du feu. Il a été démontré que ça a été utile pour la douleur chronique, par différentes études scientifiques et essais cliniques, ainsi que pour les troubles anxieux. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser. La neuromodulation, dont on parle de plus en plus, en tout cas en 2018, peut-être qu'en 2040, vous aurez déjà des modules intégrés à votre cerveau. En tout cas, si vous regardez cette vidéo en 2018, ce n'est pas encore le cas. Quoi qu'il en soit, donc, la TMS est utilisée dans différents CHU en France, notamment là où nous sommes, au CHU Conception, au CHU Sainte-Marguerite, du service du professeur Lançon. Et elle est utilisée par le docteur Raphaël Riquieri dans notre service. Et donc on l'utilise, par exemple, pour la dépression. Et vous voyez donc que c'est encore expérimental pour les troubles anxieux, donc pour les phobies. Cela commence à être utilisé en tout cas en 2018, mais dans un cadre expérimental. L'efficacité reste encore à démontrer. Bon. Et en tout cas, elle a été démontrée pour la dépression. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de faire de la neuromodulation, c'est-à-dire avec des bobines qui sont traversées par un courant électrique et qui vont créer des champs magnétiques. Le but va être d'appliquer des impulsions magnétiques grâce à ce système non invasif. Il suffit juste de placer la bobine contre le crâne, c'est tout. Et en appliquant ainsi, en émettant ces champs magnétiques impulsifs, d'impulsion, eh bien, nous allons modifier l'activité électrique des neurones de la zone stimulée. On peut ainsi provoquer une stimulation avec des fréquences élevées ou une inhibition de cette zone avec des fréquences faibles. La modification ainsi de l'activité électrique des neurones
va très logiquement avoir des conséquences émotionnelles, cognitives et comportementales, puisque très logiquement, le cerveau est le support physique en tout cas de nos émotions. Donc du coup, les émotions, l'humeur, l'anxiété va être modifiée. Ce qui est intéressant pour l'avenir, car est-ce que cela veut donc dire que plus tard, nous porterons des systèmes portables pour modifier nos émotions et nos humeurs en direct? C'est une vraie question qui se posera peut-être à vous au cours de l'évolution de la psychiatrie. Au qu'il en soit, je le redis, l'efficacité est démontrée pour les dépressions, mais reste encore à démontrer en 2018 pour l'anxiété. Nous approchons de la fin de ce cours. Les points à retenir, c'est que les phobies, agoraphobie, phobies spécifiques et phobies sociales sont fréquentes et très variées. Les causes organiques sont toujours à vérifier. On a vu le cas avec l'hyperthyroïdie. Une large gamme de traitements est à votre disposition. Et je vous le redis, le but, c'est de choisir le traitement qui est efficace pour le patient. Et non pas le traitement forcément que vous faites ou que vous aimez. Ensuite, donc le psychiatre ou le psychologue du XXIe siècle doit connaître ou utiliser, au moins connaître, sinon utiliser en fait, ces méthodes du XXIe siècle. Biofeedback, TMS, réalité virtuelle. Et des combinaisons, on l'a vu, sont possibles. Pharmacothérapie avec réalité virtuelle, EMDR avec TMS, méditation et biofeedback, etc. J'aimerais aborder donc le livre, juste pour vous le noter, si vous faut des références en réalité virtuelle, pour votre thérapie ou pour conseiller vos patients, vous pouvez leur conseiller, ou même vous-même, donc lire ce livre qui parle des méthodes de traitement, le matériel et le logiciel, mais également la méthodologie pour traiter correctement des patients qui ont un trouble anxieux en réalité virtuelle. Donc en référence, vous avez ce livre en question que j'ai écrit avec le professeur Lançon et un psychanalyste, monsieur Rodolphe Oppenheimer. Vous avez aussi le livre de Fontaine sur la thérapie cognitivo-comportementale. Après, pour ce qui est des troubles anxieux également, en anglais, vous avez le livre référence de Beck, Anxiety Disorders and Phobia, et de Marx, qui fait une analyse très fine des phobias dans Fears, Phobias and Ritual. Alors, parlons un peu de ludographie. Et oui, on est quand même au XXIe siècle, on ne parle plus seulement d'articles scientifiques. Les jeux que je vous conseille d'essayer, qui sont en lien avec les phobies, la peur, c'est bien sûr Resident Evil, qui est sorti le 7, qui est sorti avec les casques de réalité virtuelle de la PlayStation, où vraiment vous pouvez éprouver la peur et l'anxiété d'être dans des couloirs pourchassés par un psychopathe qui a une hache. Silent Hill, là c'est pour le côté en fait glauque dans les salles sombres et dans cet univers torturé. Beyond Two Souls, qui est très bien sur PlayStation 3, et on peut jouer à deux en plus, où vous jouez le rôle ici d'une peur qui est liée aux mystiques et aux esprits. Je ne vous en dis pas plus et je vous conseille de jouer avec votre compagne ou votre compagnon. Alien, qui lui fait aussi, rappelle un petit peu la peur de la claustrophobie, d'être pourchassé par un monstre qui de surcroît est quasiment invincible. Il fait peur même s'il n'est pas en réalité virtuelle. Dead Space aussi, avec cette sensation d'oppression dans ce vaisseau spatial abandonné et ses zombies mutants. Et Here They Lie, qui est sur le PlayStation 4, et avec le PlayStation VR, donc avec le casque de réalité virtuelle de la PlayStation, où là, vous pouvez vraiment entrer dans ce monde étrange et dérangé, qui rappelle un petit peu les travaux de David Lynch, où vous pouvez vraiment éprouver de l'anxiété, voire même de la phobie, dans ces mondes particulièrement originaux et dérangeants. La filmographie, pour les films que je vous conseille de voir, c'est bien sûr Alien, pour son aspect claustrophobique, et par rapport à la terreur d'une créature, de Ridley Scott. Jaws, bien sûr, pour la peur des requins. Les Dents de la Mer, de Spielberg. The Descent, qui montre bien aussi, qui exploite bien la claustrophobie dans cette descente terrible de ces jeunes femmes. The Thing, une excellente référence de John Carpenter, qui lui fait appel en fait à la peur qui est liée aux autres en fait, à la pensée des autres, et à l'existence d'un monstre inconnu dans ces personnes. Insidious de James Wan, là c'est la peur mystique d'être venu d'autres mondes. It, beaucoup plus récent, sur le roman de Stephen King, avec la reprise de cette peur symbolique liée au clown. Matrix, ça c'est par rapport à la réalité virtuelle. Il vous montre bien l'idée que l'on retrouve aussi un petit peu dans le bouddhisme finalement, qui prêche que la réalité est finalement une illusion.
vous y réfléchirez chez vous tranquillement avec vos amis, on en reparlera sur le cours lié à la réalité virtuelle. Et enfin, L'Ascenseur, un film allemand qui est parfait pour ceux qui ont peur des ascenseurs, ou pour comprendre ceux qui en ont peur. La bibliographie, je vous conseille ces différents articles scientifiques qui sont des méta-analyses sur les différentes thérapies que nous avons abordées, la méditation, la TMS, l'hypnose, la réalité virtuelle et le biofeedback. Ceci conclut notre cours en ligne. Merci pour votre attention. Il y a bien évidemment d'autres cours en ligne sur la chaîne YouTube du service du professeur Lançon qui est intitulé Psychiatrie du Soleil. J'aime aussi Psychiatrie du XXIe siècle. En tous les cas, je vous dis au revoir et à bientôt. C'est bon, le cours de 2018 vient de s'achever. Vous pouvez activer le retour en 2336. Merci.